Qui vient de Lille et qui va nous parler de la façon de procéder de la Gestapo dans le nord de la France et plus particulièrement à Lille. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais essayer d'ajuster le micro par rapport à ma taille. Je vous remercie beaucoup, je remercie particulièrement la Fondation Auschwitz de m'avoir invité en tant que chercheur et historien local pour le Nord-Pas-de-Calais, donc pour cette partie de la France. J'ai donc commencé des recherches il y a maintenant 6 ans sur ce sujet, complètement par hasard. J'ai d'abord commencé dans un premier temps des recherches sur la vie quotidienne sous l'occupation dans le Nord-Pas-de-Calais, purement par passion de l'histoire. Ce qui m'a amené, comme vous pouvez l'imaginer, la vie quotidienne à un très très gros travail, puisque c'est un sujet très très vaste, un chantier très vaste, donc il a fallu affiner mes recherches. Et c'est vraiment sur une rencontre complètement fortuite que je suis venu à travailler sur la CIPO-SD de la Madeleine. Donc en fait c'est la CIPO-SD de Lille qui donc s'est installée en 1940 à Lille. Alors cette rencontre a été très brève, mais elle a été néanmoins déterminante, puisque c'est un monsieur qui avait une vingtaine d'années pendant l'occupation qui m'a raconté qu'il avait été amené à jouer au 4-21. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de dés. Il était seul dans un café et un individu s'est présenté à lui a demandé s'il pouvait se joindre à sa partie, puisqu'il était seul devant son cercle de dés. Et pendant la partie, le jeune homme s'est rendu compte que l'individu qu'il avait face à lui était un des inspecteurs les plus malfamés de la CIPO-SD de la Madeleine, qui s'appelait Kurt Kohl. Et donc il m'a expliqué qu'il avait fait en sorte de perdre cette partie pour ne pas mécontenter cet agent de la Gestapo qui était très connu sur la place de Lille. Et l'Allemand s'est rendu compte en fait de ce qui se passait, lui a attrapé la manche et lui a dit: tu sais mon garçon, le but du jeu c'est de faire 4-21. Et il a souri et est parti. À partir de cette information et de cette anecdote, j'ai posé des questions à ce monsieur. Je lui ai demandé: mais vous avez déjà raconté cette histoire à d'autres personnes? Il m'a dit que non, c'était la première fois qu'il évoquait cette histoire, même pas à ses enfants. Donc ce monsieur a plus de 80 ans, il approche les 90 ans même aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai donc décidé de chercher des informations sur ce fameux Kurt Kohl. Je me suis très vite rendu compte qu'il existait très peu de travaux sur la CIPO-SD, sur la Gestapo, pour plusieurs raisons. J'ai fait des recherches aux archives départementales du Nord, où il n'y avait absolument aucun document à proprement parler sur le service. J'ai également cherché au niveau de l'université de Lille 3, qui s'occupe des sciences humaines et donc entre autres d'histoire. Et il n'y avait aucune maîtrise, aucune thèse sur le sujet. Et là, je me suis posé la question de savoir pourquoi jamais personne n'avait travaillé sur le sujet. Alors, on trouvait tout à l'heure Benoît parler de Jacques Delarue, qui est effectivement une sommité dans le domaine en France sur les services de police allemande, puisqu'il a travaillé notamment après-guerre sur le sujet, et a fait un livre qui s'appelle L'histoire de la Gestapo, qui couvre principalement la France et une partie de l'Europe. Mais je me suis rendu compte que même Jacques Delarue parlait très brièvement de la CIPO-SD de la Madeleine. À partir de là, je me suis dit, je vais m'y mettre, je vais commencer à travailler. Ça a été vraiment un puzzle très compliqué de retrouver des éléments. Comme vous pouvez l'imaginer, sans archives, c'est difficile de s'appuyer sur des documents et pouvoir tirer un travail intéressant à partir seulement de quelques bribes d'éléments. Donc il a fallu travailler vraiment en profondeur dans les rapports et les correspondances de la préfecture du Nord, avec l'autorité allemande et en particulier avec la CIPO-SD. J'ai également travaillé sur Paris aux Archives nationales, à Berlin également, et ici à Bruxelles, pas très très loin d'ici, au CEGES et au Square de l'Aviation, toujours dans le même bureau. Je vois Marie Lejeune et je la salue aujourd'hui, je la remercie encore une fois pour son aide, au niveau du service des victimes civiles, puisque c'était vraiment des éléments importants. Alors pourquoi travailler sur Bruxelles? Je pense que vous connaissez à peu près la raison. C'est que le Nord-Pas-de-Calais, pour des raisons idéologiques, a été rattaché non pas à Paris et à la CIPO-SD de Paris, mais à la CIPO-SD de Bruxelles. C'était vraiment une raison idéologique et également dans la tête des Allemands et à la demande d'Hitler en particulier, que le Nord-Pas-de-Calais était rattaché au commandement militaire de Bruxelles, mais également sur d'anciennes cartes, l'ancienne Lotharingie, comme les Allemands l'appelaient autrefois, vraiment très anciennement, les anciennes frontières de la Lotharingie, mais également le fait que le nord de la France, et en
particulier une zone entre Lille et Dunkerque, est une zone dite flamande, où on parle encore et on a encore des écriteaux en flamand. Donc pour les Allemands, nous étions un peuple germanique au même titre que vous ici en Belgique et aux Pays-Bas, donc ce qui explique que le Nord-Pas-de-Calais a été rattaché au commandement militaire de Bruxelles. Donc il a été très intéressant de travailler sur ce service. J'ai ensuite décidé de travailler sur le procès, et là c'est devenu encore plus intéressant, des membres de la Gestapo, donc des membres de la CIPO-SD de la Madeleine. Il a d'abord fallu connaître les noms, donc établir des listes des personnes qui travaillaient pour le service, avoir donc des informations nominatives pour pouvoir ensuite consulter les procès. Donc pour cela je suis allé au dépôt central des archives de la justice militaire au Blanc près de Châteauroux. J'ai également travaillé sur le procès, les procès plutôt, des collaborateurs, des agents français, belges et luxembourgeois qui ont travaillé pour la CIPO-SD pendant l'occupation. Je vais vous montrer ici maintenant une photographie qui n'est pas de très bonne qualité, vous m'en excuserez. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas forcément néerlandophone, j'ai quelques connaissances de néerlandais. J'ai pourtant essayé, dans la mesure du possible, de traduire le diapositive, donc ne m'en voulez pas pour les néerlandophones s'il y a quelques erreurs. Je vous fais toutes mes excuses, mais ça aurait été plus facile en allemand ou en anglais. Mais j'ai au moins essayé de faire l'effort de le faire en néerlandais. Donc vous avez ici une photographie qui est très intéressante, qui est tirée d'un livre qui était remis à tous les soldats allemands et les policiers allemands qui venaient sur l'île, qui était une espèce de guide touristique. Je pense que ça a dû être fait également à Bruxelles, puisque ça venait de la Propagandestaffel qui était basée à Bruxelles, qui est en fait une espèce de service de propagande dirigé par l'armée pour tout ce qui est vérification et vérification en fait des articles qui paraissaient dans la presse et qui établissait des guides notamment à destination des policiers. Donc là c'est une diapositive qui se trouvait, le lieu se trouve près de la Grand Place de Lille pour ceux qui connaissent. Voici ici ce qui nous intéresse particulièrement. Vous avez donc la structure du RSHA, le Sicherheitshauptamt à Berlin, donc en 1941. Vous avez les 4 sections principales qui travaillaient dans le nord de la France, puisqu'il y avait 7 sections à Berlin, mais c'était le cas à Bruxelles également, d'après Benoît. Je n'ai pas travaillé sur Bruxelles, mais je m'appuie sur ce que disait Benoît tout à l'heure. Pour le Nord-Pas-de-Calais, c'était une structure beaucoup plus petite. Il n'y avait dans un premier temps uniquement 6 agents allemands, 6 policiers allemands qui se sont installés à Lille pour couvrir le Nord et le Pas-de-Calais. Vous avez les structures principales, les bureaux principaux qui sont le bureau 3 et 6, qui sont l'ESD à proprement parler, avec donc, comme Benoît le disait, des rapports au niveau économique, mais aussi d'opinion publique, pour connaître un peu l'état d'esprit des Français par rapport à l'occupation allemande, et éventuellement détecter de possibles troubles faits pour les Allemands. Et vous aviez vraiment la partie répressive, la partie 4 dont on parlait tout à l'heure, qui est la Gestapo à proprement parler, et la partie 5, le bureau 5, qui est la Kriminalpolizei dont parlait Benoît tout à l'heure. En réalité, les services, comme vous l'imaginez, avec 6 policiers dans un premier temps, n'étaient pas, les bureaux n'étaient pas effectivement représentés sur le terrain. Ce n'était vraiment que sur le papier. Sur le terrain, les policiers s'entraidaient lorsqu'ils avaient des informations ou des éléments d'enquête. Ils passaient d'une section à l'autre et travaillaient très facilement ensemble. Donc j'ai, dans un premier temps, comme je vous disais, travaillé sur Kurt Kohl. La deuxième action a été d'essayer de travailler à l'envers, c'est-à-dire plutôt que de travailler avec le peu d'éléments dont je disposais sur la CIPO-SD, ça a été d'essayer de retrouver des témoins, des personnes qui ont été arrêtées par ce service, et à partir de là, essayer de dégager des éléments de la vie quotidienne de ce service. Ce que j'ai fait, donc j'ai établi une liste à partir des différents organismes existants dans le Nord-Pas-de-Calais et également en Belgique, donc de personnes arrêtées pour divers motifs par l'autorité allemande, donc pas uniquement la CIPO-SD, mais par l'autorité allemande en général pour le Nord-Pas-de-Calais. Je suis arrivé aujourd'hui à une liste de 9400 noms. Donc je suis encore très loin du compte. Je pense que, vu les estimations que j'en ai, je pense que j'arriverai à 20 000 personnes arrêtées pour le Nord-Pas-de-Calais. À partir de là, j'ai pu dégager donc des noms de personnes arrêtées par la CIPO-SD, également retrouver des personnes encore en vie aujourd'hui que j'ai contactées directement. Je me suis présenté en expliquant la démarche de mon travail. Je les ai appelés à travers les pages blanches en me présentant. Et ce que je dois dire, ce qui était très intéressant, c'est que toutes les personnes ont accepté de parler,
aucune n'ont refusé de témoigner, alors que pour certaines, comme vous pouvez l'imaginer, c'était des souvenirs douloureux qui le faisaient remonter et qu'ils allaient revivre quelque part au travers de nos discussions. Donc ensuite les recherches, comme je vous ai dit, en France, en Belgique et en Allemagne. Voici une photographie du tristement célèbre Kurt Kohl, qui se trouve sur la gauche, le visage tourné légèrement vers le kiosque à journaux. Ce personnage a été vraiment le catalyseur de la recherche pour plusieurs raisons. C'était probablement le policier le plus mystérieux du service de la CIPO-SD de la Madeleine, pour plusieurs raisons. En fait, il n'existait, à ma connaissance, aucune photo dans toutes les archives que j'ai pu consulter de cet individu, et pour cause, puisqu'il a été abattu dans un café de Lille pendant une arrestation qui a mal tourné en décembre 1943, ce qui explique que, évidemment, il n'a pas été jugé après-guerre, et que forcément, il n'y avait aucune photographie d'identité judiciaire, contrairement à tous ses collègues. J'ai eu la très grande chance, si je puis dire, dans le cadre de mes recherches, il y a quelques mois, donc au mois de juin, après de nombreuses recherches avec un généalogiste allemand, en ayant connaissance d'un enfant, d'une fille née pendant la guerre, en 1941. Donc nous avons réussi à retrouver la fille de Kurt Kohl, qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Enfin, c'est même plutôt elle qui m'a retrouvé. C'est même plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé, puisque j'ai écrit un livre sur le sujet. Elle a tapé le nom de son père vraiment incidemment et a vu des articles sur mon travail et sur son père, et a donc pris le parti de me contacter pour en savoir davantage sur son père, puisqu'évidemment elle ne l'a pas connu ayant 2 ans lors de sa mort, et avait très peu d'informations sur l'activité de son père pendant la guerre. Sa mère lui avait juste expliqué que son père était membre de la Gestapo, mais sans entrer dans les détails. Donc j'ai obtenu cette photographie ainsi que beaucoup d'autres, notamment des bulletins scolaires que sa fille a gentiment accepté de me prêter et que je conserve précieusement, comme vous pouvez l'imaginer, puisque ce sont des documents historiques très importants. J'ai des documents, des bulletins scolaires qui sont anecdotiques pour vous, mais pour un historien qui sont très intéressants, qui datent de 1914 lorsqu'il avait 6 ans, donc ça permet de dégager des informations complémentaires sur le caractère et sur le personnage en particulier. Donc il est devenu quelque part en fait le personnage principal de mon livre, puisque comme je vous disais, il était tristement célèbre, et de nombreux témoignages de résistants que j'avais interviewés lors de mes recherches faisaient état d'arrestations et de tortures de la part de Kurt Kohl. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était très souvent mis en avant, tristement, d'une façon assez triste évidemment, qui était mis en avant dans les témoignages. Je fais également mention, et mes collègues Roby et Benoît en ont fait également mention, les Allemands et la Gestapo en particulier, la CIPO-SD n'aurait jamais pu faire ce travail sans ce travail de sape de la résistance et des ennemis de l'État, des ennemis du Reich, sans l'aide de Français, de Belges en ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais et pour d'autres nationalités, pour d'autres régions de France, sans le concours de personnes qui, pour diverses raisons, je vais juste survoler rapidement puisque Roby en a parlé, au niveau finance, mais au niveau politique, des convictions politiques, des convictions très proches du parti nazi, ont souhaité travailler pour les Allemands, mais aussi parfois, et c'est peut-être le plus triste et le plus terrible, pour un mouvement de résistance, certaines personnes étaient arrêtées, appartenaient à la résistance et étaient donc retournées par la CIPO-SD. Je rejoins Roby en fait dans le principe des arrestations des tortures qui n'étaient pas forcément nécessairement systématiques. Il s'agissait simplement d'utiliser cette méthode de torture pour arriver à leur fin. Les Allemands souhaitaient vraiment ardemment parfois connaître des éléments et avoir d'autres noms, ce qui leur permettait de continuer à détruire des réseaux de résistance. Il y a une enquête que je suis en train de mener actuellement en Picardie, dans l'Aisne, donc sur une histoire qui est très intéressante, où la Gestapo de Paris a réussi à arrêter un opérateur radio qui était en contact avec Londres, l'a remplacé, l'a interrogé, a obtenu tous les codes et toutes les informations, le matériel, et a continué à correspondre avec Londres comme si de rien n'était, avec les mêmes codes, et a réussi pendant près d'1 an et demi à se faire parachuter des armes et de l'argent, et obtenir de l'argent de Londres, et même de demander en fait des agents, de s'occuper d'agents envoyés en France, que
que le soi-disant groupe de résistance, en fait, dirigé par la Gestapo, allait héberger et administrer, entre guillemets. Et de nombreux agents ont été arrêtés par ce biais, étaient parachutés, tombés dans les griffes de la Gestapo de Paris. Et ce manège a duré 1 an et demi. Londres ne s'est jamais rendu compte de rien. C'est à la fin de la guerre que les Anglais se sont rendus compte que, par recoupement, des éléments étaient vraiment troubles. Voici ici, alors je le mets vraiment de façon nominative, je compte sur vous, je sais que c'est filmé, j'aurais peut-être pas dû le mettre, mais en fait, bon, c'est pas non plus dramatique puisqu'il n'y a plus de descendants et ce monsieur est décédé. Ça a été aussi le principe de ma recherche. J'ai été confronté à un problème. Le problème était de ne pas divulguer les noms de personnes, puisque comme vous le comprenez, il y a encore des personnes qui sont en vie aujourd'hui. Et donc je suis allé voir le procureur de Lille ainsi que le procureur de Douai qui avait autorité sur les procès de collaborateurs. Et j'ai donc fait une demande en expliquant que dans une publication à venir, je ne citerai pas les noms des collaborateurs pour ne pas porter atteinte aux enfants et aux ayants droit des personnes. Encore une fois, je ne me place pas dans un postulat de juge. Je suis chercheur et historien, je ne juge pas, même si on a un avis personnel évidemment, mais mon avis ne regarde que moi, je n'ai pas à juger les actions. C'est très facile aujourd'hui de dire j'aurais été résistant. J'entends très souvent cela quand je discute autour de moi, tout le monde me dit j'aurais été résistant, et on se rend compte quand on travaille sur le sujet que c'est beaucoup moins facile que ça et beaucoup moins clair que cela. Et donc je vous ai mis ici une des photographies d'un des agents, le premier agent recruté par Kurt Kohl, qui s'appelait Joseph Robins, qui était originaire de Belgique puisqu'il est né en région flamande, mais s'est installé à Lille, un ancien agent d'assurance et également marchand d'alcool, qui, du fait d'être marchand d'alcool, fréquentait très souvent les cafés lillois. Et donc les cafés à l'époque, je suppose que c'était la même chose en Belgique à l'époque, avaient un rôle social et très important puisqu'il n'y avait pas de télévision et peu de radio. Et en fait, les gens se retrouvaient très fréquemment au café. On faisait le monde dans les cafés. Et c'était un très bon endroit pour les agents de la Gestapo et d'autres services allemands pour obtenir des informations, voire des indiscrétions, aussi bien au niveau de personnes de confession juive cachée que de résistants qui étaient parfois avec l'alcool un petit peu trop prolixe. Voici ici un personnage intéressant et qui va vous intéresser, surtout je parle pour les chercheurs bruxellois, puisque Victor Harnischweger a travaillé ici à Bruxelles jusqu'en 1942, où ensuite il a été transféré à Lille et est devenu le chef de bureau de Lille. Il travaillait précédemment dans la section anti-juive de Bruxelles et a donc à ce titre effectué de nombreuses arrestations avec certains de ses collègues. C'est une photo ici prise après son arrestation et pendant l'instruction de son procès. Et Victor Harnischweger a été vraiment un élément important de la CIPO-SD de la Madeleine, puisque non seulement il a été son responsable, mais c'est surtout lui qui a mis en place la systématisation, dans certains cas, de la torture, puisque les précédents commandants de la CIPO-SD de la Madeleine étaient plutôt d'étendre vis-à-vis de la CIPO-SD de Bruxelles et de Berlin. Ils ont été rapidement transférés car ils n'obtenaient pas beaucoup de résultats. Alors cette obligation de résultats était importante aussi pour les Allemands. Il faut aussi comprendre que la structure de la CIPO-SD à Lille pour le Nord-Pas-de-Calais s'est faite crescendo en même temps que la mise en place de la résistance, puisque la résistance de son côté, ça a été très très long, puisque tout le monde n'est pas résistant né, tout le monde ne vit pas dans la clandestinité et tout le monde n'a pas forcément une connaissance. Donc ça a été très très long de s'organiser, de commencer à avoir des réseaux de résistants, avoir des personnes de confiance avec qui l'on pouvait travailler. Et c'est le même principe. Donc en parallèle, la CIPO-SD commence à prendre de l'ampleur et commence à devenir de plus en plus importante au niveau répression par rapport à la résistance. Dans le même cas, vis-à-vis de la résistance, tout à l'heure nous abordions la différence de résistance entre résistance nationale et résistance communiste. En France, on ne fait pas cette différence. La seule différence qui peut être faite, et Benoît en a parlé après la question qui a été posée tout à l'heure, c'est la résistance gaulliste et la résistance communiste, mais qui vis-à-vis des Allemands était également sur le même pied d'égalité. Il n'y avait pas de traitement de faveur apporté ni à l'un ni à l'autre. Seulement, la seule chose qui est importante à expliquer aujourd'hui, c'est que la résistance communiste n'a commencé à être attaquée, entre guillemets, par la CIPO
CIPO-SD qu'à partir du 22 juin 1941, à partir du moment où l'Allemagne envahit l'URSS, et c'est la fin du pacte germano-soviétique. Avant cela, selon Fritz Habener, ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos de Fritz Habener, qui était un des agents qui luttait contre la résistance, il expliquait lors de son interrogatoire que la Gestapo n'avait absolument aucune mesure et aucun texte précisant qu'il devait arrêter des communistes. Ce qu'il faisait bien évidemment, c'est qu'il n'oubliait pas les éléments qui leur étaient donnés et les répertorier dans des documents. Ils avaient également les listes des différentes personnes qui s'étaient présentées à des élections et qui sous les couleurs communistes. Donc évidemment, lorsque l'Allemagne a déclaré la guerre et a envahi l'URSS, les Allemands avaient à leur disposition de nombreuses listes, au même titre que les Juifs, que les Allemands auront pu établir avant 1942. Et avant la mise en place vraiment répressive physiquement, on va dire, des populations juives du Nord-Pas-de-Calais. Voici ici une photographie d'un des chauffeurs de la Gestapo. La grande chance que j'ai eue, encore une fois, dans mes recherches, c'est d'avoir réussi à entrer en contact avec un ancien membre de la DST, qui est le contre-espionnage français, qui a travaillé après la guerre sur les criminels de guerre. Et qui a donc compulsé des dossiers, mais qui a également retrouvé des photographies des policiers dans leurs bureaux, mais également dans leurs appartements, puisque dans la panique, les Allemands ont laissé beaucoup de choses derrière eux, sauf leurs archives qui ont été brûlées le 1er septembre 1944, évidemment, leurs rapports, ça aurait été trop beau d'avoir tous les rapports de la Gestapo, mais ils ont laissé derrière eux de nombreux documents privés, et donc qui n'avaient aucun intérêt au niveau allié pour les mettre en accusation, mais ces photos ont été sauvées en fait, et là encore une fois je le dis, ont été sauvés du gouvernement français qui avait normalement décidé de les détruire. Et donc c'est une très bonne chose que des policiers ont un peu contourné les règlements pour sortir des documents qui aujourd'hui nous permettent en tant qu'historiens de travailler donc non pas sur les archives allemandes mais sur des documents et vraiment des photographies d'époque qui auraient été détruites et perdues pour l'histoire. Venons-en maintenant aux différents bureaux. Voici le premier bureau occupé par la CIPO-SD de la Madeleine. Je suis désolé, la photographie n'est pas très bonne, mais c'est un bureau très très haut et la rue est très 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 étroite. Je n'ai pas pu prendre une photo sur la hauteur du bâtiment, donc à défaut, je n'ai pu prendre qu'une photo vraiment du rez-de-chaussée, du premier étage. J'ai réussi, en forçant quelques portes, vraiment dans la légalité, à entrer dans les 3 bureaux, puisque la CIPO-SD de la Madeleine a occupé 3 bureaux pendant la guerre, à différentes périodes et différents lieux. Je me suis présenté encore une fois, j'ai d'abord appelé, j'ai expliqué le but de mes recherches et j'ai demandé si je pouvais venir donc dans les appartements qui sont des immeubles, tous ont été conservés aujourd'hui, si je pouvais me présenter et donc venir travailler, faire des photographies, avoir éventuellement des informations, des bribes d'informations d'éventuels locataires ou propriétaires, ce qui n'est plus le cas 70 ans plus tard, mais j'ai au moins pu travailler, avoir un descriptif, faire un descriptif et pouvoir mettre le lecteur vraiment dans les locaux sans que tout le monde n'entre dans les bureaux. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes qui m'ont laissé entrer dans leurs appartements et dans leurs locaux. Donc ça c'est le premier bâtiment occupé de 1940 jusqu'à 1942. Ensuite la CIPO-SD déménage et s'installe au 18 rue François de Batz, qui est l'adresse qui revenait le plus régulièrement dans les témoignages des différents protagonistes que j'ai pu rencontrer, différentes personnes qui ont été arrêtées, qui pour la plupart d'entre elles étaient peu de résistants, mais beaucoup d'enfants de résistants qui ont été soit témoins de l'arrestation de leurs parents par la CIPO-SD, soit ont été arrêtés eux-mêmes dans le cas de l'arrestation de leurs parents, pour vérifier les propos des parents. C'est ce que les Allemands faisaient, Roby l'expliquait. Les membres des familles étaient très souvent arrêtés, soit à défaut d'arrêter la personne en particulier, soit pour essayer de corroborer en fait les éléments apportés et voir si les personnes susceptibles de faire de la résistance n'étaient pas en train de mentir aux policiers. Voici le bâtiment aujourd'hui, ce qui est... à contrario de ce qui se passe ici à Bruxelles, il n'y a aucune trace en fait de passage de la CIPO-SD dans les différents bâtiments, sauf une, mais qui n'est pas une trace de message, comme ça peut être le cas dans les caves de la CIPO-SD de Bruxelles. Juste au niveau numéro 20, qui était le bâtiment voisin, puisque les Allemands ont réquisitionné 2 bâtiments, un bâtiment, le 18, pour la partie administrative, donc vraiment les enquêtes
policières, les tortures, avaient également des cellules dans les caves, mais également le numéro 20 avec une cour intérieure que vous voyez ici, pour pouvoir y loger y garer les véhicules, mais c'était également les différents appartements des policiers. Ce qui est très intéressant, et c'est la seule trace qui reste aujourd'hui, vous pouvez peut-être le voir, oui, c'est relativement c'est difficile à voir. Là où il y a le panneau d'interdiction de stationner, dans le fond, vous pouvez voir qu'il y a une différence de couleur, de coloration dans les briques du mur. La raison, en fait, est que le chef de la Gestapo, qui était donc Viktor Arnischweger, a demandé à ce qu'une porte soit percée dans le fond de la cour, pour qu'il puisse se rendre directement dans son appartement. On distingue derrière les arbres la fenêtre de son appartement d'époque. Donc il pouvait ainsi se rendre des bureaux jusqu'à son logement sans passer par la rue, qui par la suite pouvait, parce que les Allemands évitaient évidemment de trop traîner en ville, et ils savaient qu'ils pouvaient être victimes, comme Kurt Kohl, de la résistance, et donc c'était un moyen de sécuriser les lieux. Il y avait, là on n'a pas de photographie, mais sur le même mur, le mur de droite, il y avait la même porte percée, cette fois-ci pour passer du 18 au 20, donc les Allemands traversaient la cour le matin pour se rendre directement dans leurs locaux, dans leurs bureaux, et c'est malheureusement la seule trace qui reste aujourd'hui du passage de la SIPO-SD. Ce qui est par contre intéressant, c'est que, ayant été en contact avec les locataires et propriétaires des différents appartements dans les différents bâtiments, j'ai pu me rendre compte que beaucoup d'entre eux connaissaient l'utilisation faite par les Allemands pendant l'occupation. Et j'aurais également demandé ce qu'ils en pensaient. Et pour la plupart d'entre eux, ça ne les perturbait pas. Au contraire, ils étaient même plutôt contents qu'on s'intéresse à leur bâtiment et étaient étonnés autant que moi qu'il n'y ait aucune plaque sur les bâtiments, sur les façades des bâtiments, donc des différents bureaux. Voici ici une photographie d'un groupe d'agents de la SIPO-SD en uniforme, ce qui était plutôt rare à l'époque. Ce qu'il faut préciser, c'est que la SIPO-SD n'utilisait quasiment jamais d'uniforme lors d'arrestations. Toutes les personnes que j'ai pu interroger et tous les rapports que j'ai pu consulter, les personnes étaient en civil, d'où la fameuse image d'Épinal avec la gabardine en cuir et les chapeaux en cuir, etc. Tous n'étaient pas en cuir, évidemment. On en a fait un mythe aujourd'hui. Mais il n'y avait effectivement pas d'uniforme, sauf pour les officiers dans certaines occasions, notamment pour des cérémonies. Ça a été le cas, et ça a été encore une fois un très grand mystère pour moi à l'époque, quand j'ai appris que Kohl avait été abattu par la résistance, puisque figurez-vous que Kohl a été enterré au cimetière des Verts, ici pas très loin, je crois que c'est dans le quart pas très loin d'Anderlecht si je ne me trompe pas, donc a été, non c'est pas Anderlecht, à côté, à Evere, je pense que vous connaissez tous Evere en tout cas, a été enterré pendant la guerre, et qu'il y aurait eu une cérémonie en fait effectuée par la SIPO-SD. Des témoins ont parlé lors de mes enquêtes, de mon travail, de présence d'Heinrich Himmler, puisque Kohl aurait été, soi-disant selon certains témoins, un proche d'Heinrich Himmler, ce que je n'ai pas pu démontrer à travers mes recherches. Donc c'est vraiment quelque chose que je mets de côté et que je ne mets pas en avant, mais c'est ce que les témoins mettaient en avant à l'époque, ce qui a évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, m'a amené à chercher, à savoir si c'était effectivement le cas. Donc j'ai contacté le soir, les archives du soir. J'ai même contacté des personnes qui m'ont aidé à travailler au niveau de la Bibliothèque royale, dans différents lieux, dans les rapports de la police belge, pour essayer de retrouver des procédures et des mises en place de sécurité pour une cérémonie. Nous n'avons rien retrouvé. Par contre, c'est effectivement le cas. Dans les archives du cimetière des Verts, il y a bien la mention d'un SS Rotenführer, donc un caporal-chef rattaché à la SIPO-SD, qui a été enterré le 4 janvier 1944. Et à la libération donc de la Belgique, le corps a été, comme beaucoup d'autres Belges, envoyé à Lommel, donc dans l'est de la Belgique, où Kohl repose avec d'autres soldats allemands morts en Belgique actuellement. Alors c'est aussi très étrange de savoir pourquoi Kohl a été probablement le seul soldat et policier allemand tué à Lille et dans le Nord-Pas-de-Calais à avoir été enterré à Bruxelles. Je n'ai aucune explication sur ce fait, ce qui aussi a mis en avant cette thèse de lien avec Himmler, puisque ce serait Himmler lui-même qui aurait demandé à ce que le corps de Kohl soit amené à Bruxelles pour qu'il puisse assister à la cérémonie. Donc c'est encore une fois quelque chose de conditionnel, pour l'instant suspendu, à de nouvelles découvertes, mais c'est effectivement très troublant de savoir que Kohl a été enterré en Belgique et non pas en France.
Je pense que certains de mes collègues et confrères retrouveront peut-être des visages connus. Je n'ai pas les noms de tous les policiers. Seuls les policiers sur cette photographie numérotée ont été identifiés. Les autres ne sont pas connus, mais sachant qu'il y avait énormément de transferts, et j'en parlais tout à l'heure avec Roby, il y avait énormément de transferts pendant l'occupation pour diverses raisons, pour des raisons disciplinaires, pour des raisons de besoins d'effectifs, puisque encore une fois la CIPO-SD était très peu armée en termes d'hommes et d'effectifs au début de la guerre, et le maximum de policiers allemands présents à Lille était une douzaine. Donc ils ont simplement doublé leur effectif en 4 ans de conflit. Donc certains des noms des personnages ne sont pas identifiés, donc je ne peux pas pour l'instant donner des noms à ces visages, mais peut-être que mes collègues pourront le faire plus tard. Voilà Fritz Habener dont je parlais tout à l'heure, qui était qui a pris un rôle très important à la mort de Kohl, puisqu'il a pris la suite, la relève entre guillemets, dans la brutalité et dans le raffinement de la torture. Donc je vais vous passer les détails, les différentes méthodes de torture. Roby en a parlé tout à l'heure, la Gégène, etc. Le nerf de bœuf étaient des méthodes très classiques, mais les Allemands pouvaient se montrer très ingénieux lorsqu'il s'agissait de faire parler des résistants. Ils ne reculaient vraiment devant rien pour arriver à leur fin. Vraiment, la fin justifiait les moyens. Voici le dernier bâtiment occupé par la CIPO-SD. C'est probablement le bâtiment qui a été le moins longtemps occupé, puisque les Allemands déménagent en mai 1944. Et jusqu'au 1er septembre 1944, où la CIPO-SD fait ses valises et quitte le nord de la France. Vous avez ici donc une vue du 116 avenue Saint-Maur, qui, là aussi, pour de nombreux témoignages, vous montre un peu l'image que les habitants de la Madeleine, donc la commune qui a été choisie pour l'installation des locaux de la Gestapo, pouvaient avoir. Plusieurs témoins m'ont parlé de fenêtres obscurcies, de fenêtres cloisonnées, c'est-à-dire que dans une pièce, vous n'aviez que la lumière, il n'y avait pas de lumière du jour lorsque vous étiez interrogé. Et également, les témoins et les habitants expliquaient que toutes les personnes savaient que la Gestapo était installée là, et la plupart des gens faisaient en sorte de passer sur le marché sur l'autre trottoir. Ça vous montre un peu l'ambiance et la chape de plomb qui pouvait exister pour les habitants du quartier et de la ville en général. Il est aussi intéressant de parler des différentes frontières, et les Allemands faisaient vraiment peu état de ce qui concernait les frontières, notamment administratives de la France. Comme je vous disais tout à l'heure, de nombreuses arrestations ont été effectuées par la CIPO-SD en Belgique, mais également dans d'autres régions, dans l'Oise, à Paris, donc sans forcément au préalable prévenir les autorités locales. Donc il y avait des opérations qui étaient effectuées sans que les effectifs locaux ou les commandements militaires ne soient avertis. Par contre, ce qui se passait, c'est qu'on faisait toujours appui et on s'appuyait toujours sur la feldgendarmerie. Ça, c'est vraiment un schéma classique. Et également sur la CIPO-SD locale. On contactait les membres de la CIPO, on demandait un appui, puisque les personnes aussi bien de la CIPO-SD que les feldgendarmes connaissaient bien le terrain et pouvaient emmener les membres de la CIPO-SD effectuer des arrestations. Encore une fois, comme la CIPO-SD possédait peu d'effectifs, il s'appuyait sur la feldgendarmerie en termes de nombre, notamment lors des grandes rafles, et la rafle de Rosh Hashanah qui s'est produite le 11 septembre 1942 dans le Nord. Je crois que ça s'est passé à peu près à la même époque pour la Belgique. Non, je ne dis pas de bêtises, si c'était le 11 septembre également, la grande rafle. Je ne sais pas, quelqu'un peut me... Pardon ? Le 3 septembre, d'accord, un petit peu avant, autant pour moi. Donc je n'ai pas travaillé sur la déportation des Juifs en Belgique, mais effectivement, la feldgendarmerie travaillait de concert avec la CIPO-SD. Et là, en l'occurrence, cette photographie vient d'un musée qui se trouve à Heerenveen aux Pays-Bas, puisque la CIPO-SD de la Madeleine a été envoyée en Allemagne à la Libération, puis a été à Cologne, d'abord dans un premier temps, puis a été réaffectée
à Heerenveen aux Pays-Bas pour continuer à faire leur travail de police de septembre 44 jusqu'à mai 45, un petit peu avant la libération des Pays-Bas. Donc ils ont continué leur travail sous le nom de commandant Kronberger, qui était un des responsables que vous voyez au milieu avec sa casquette. Et là on retrouve des membres de la CIPOSD de la Madeleine, mais également certains de Douai, puisque j'ai omis de vous préciser que l'île avait une Nebenstelle, comme on appelait ça, c'est-à-dire un bureau dépendant de l'île qui travaillait sur Douai, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de l'île. Et la raison de ce travail est qu'il y avait une très grosse présence d'ouvriers et de résistants, surtout communistes, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, et que donc il fallait absolument un service très proche pour pouvoir effectuer des arrestations et contrôler le secteur. Les différents protagonistes de la CIPOSD de la Madeleine et d'Heerenveen ont été arrêtés à la libération. Pour l'ensemble, ils ont été retrouvés. Il y a eu peu, en fait, contrairement à d'autres régions de France, peu d'arrestations et peu de charges retenues contre des membres de la CIPOSD pour le Nord-Pas-de-Calais, parce que malheureusement beaucoup de résistants arrêtés ont été déportés et ne sont pas revenus. Donc forcément, comme tout à l'heure disait une des intervenantes, les morts ne parlent pas, donc seuls les rescapés ont pu expliquer ce qui s'était passé. Donc certains des membres ont été jugés. Sur les 5 membres jugés 3 fois à Paris, à Lyon, enfin à Paris, à Lille et à Lyon, les peines ont été exactement les mêmes systématiquement à chaque fois. 2 des membres ont été condamnés à mort et exécutés dans la région lyonnaise. 2 ont été condamnés à des travaux forcés à perpétuité qu'ils devaient purger à la prison de Los dans la métropole lilloise, où ils avaient plutôt l'habitude d'aller régulièrement rechercher des détenus. Cette fois-ci, ce sont eux qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Et un des prévenus a été libéré faute de jugement, faute de témoignages et de violences sur des résistants. Donc il a pu finir ses jours en Allemagne. Il est aussi important de savoir que les principaux commandants de la CIPOSD qui ont travaillé dans le Nord-Pas-de-Calais puis ensuite dans d'autres secteurs n'ont pas non plus été jugés. Et ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Et un des anciens policiers de la DST dont je vous parlais tout à l'heure m'a expliqué, ce que je connaissais un petit peu déjà de l'après-guerre, c'est que beaucoup de policiers allemands et de chefs ont travaillé pour les différents services de renseignement, qu'ils soient français, américains ou anglais, pour déjà connaître l'organisation des différents services, mais aussi dans la lutte contre ce qui est devenu ensuite la guerre froide et donc la menace communiste pour l'Europe, ce que les différents gouvernements ont décidé de faire. Et donc beaucoup, en échange de ce travail, ont obtenu une immunité. Il est aussi important de rappeler que beaucoup de policiers allemands qui travaillaient pour la CIPOSD, beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas forcément le sang sur les mains, ont été ensuite reversés dans les différentes polices criminelles en Allemagne et ont continué à travailler jusque dans les années 70 et 80 pour les polices criminelles des différentes villes d'Allemagne, les juges également. Donc c'est un sujet assez compliqué, mais qui est pourtant important de relater. Je vous ai parlé tout à l'heure des procès. Voici encore un des membres qui, lui, est devenu un des amis proches de Kurt Kohl. Et il a été acquitté, tout simplement parce que rien n'avait pu être retenu contre lui. On n'a jamais pu prouver qu'il avait travaillé et qu'il avait pris l'apéritif et connu Kohl et qu'il était devenu son ami intime à des fins d'information. Donc on n'a jamais pu prouver, même si de nombreux témoignages assez troublants ont pu être émis à son encontre. Il n'a jamais été possible de prouver quoi que ce soit en ce qui le concerne, aucun paiement, aucun avantage en nature, que ce soit en ticket ou en alimentation. Donc il a été amnistié. Et après donc ce travail de 5 ans, 6 ans maintenant, parce que je suis dans ma 6e année, j'ai donc décidé de préparer un travail sur ce sujet. J'ai cherché un éditeur qui a tout de suite accepté de travailler sur le sujet et nous avons réussi à tirer un travail. Et j'en prépare un second sur donc toujours le Nord-Pas-de-Calais. Je vais probablement parler de la Belgique et de Bruxelles, mais également de la Picardie pour étendre un peu et voir un peu les différents travaux entre les différents services. En tout cas, je voulais juste préciser que je suis très content d'avoir pu participer à cette journée d'études et qu'il me semble important effectivement de conserver, de préserver ce qui est préservable, puisque
puisque ce n'est plus le cas à Lille, donc nous n'avons plus rien à préserver, puisque je suis même descendu dans les caves, mais ce sont toutes des caves privatives, et tout a été repeint, et je ne sais pas s'il y a eu des graffitis pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, mais il me semble important de ne pas oublier notre histoire. Donc quelqu'un a dit, je pense que cette phrase a été attribuée à Winston Churchill, je pense que c'est pas tout à fait exact, mais un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Donc je pense que c'est vraiment important de ne pas oublier et de tenter de préserver ce qui est possible. Merci beaucoup. Dank u wel, merci. Y a-t-il encore très rapidement des questions? Zijn er nog snel vragen, meneer daar? U gaat de micro, vous allez recevoir le micro. C'est juste au sujet de l'enterrement de Kurt Kohl. Est-ce que la presse publiée par l'occupant autour de Lille n'aurait pas fait état justement de l'enterrement lui-même et de la présence d'Heinrich Himmler? Parce qu'on sait que l'occupant publiait une presse, comme à Bruxelles par exemple, ou même des journaux volés. Est-ce que celle de Lille n'aurait pas fait allusion à cela? C'était un événement tout de même de décembre 1943 qui aurait dû être remarqué. Alors j'ai essayé de rechercher effectivement dans ce qu'on appelait le Grand Écho du Nord, qui était à l'époque le journal qui couvrait la région Nord-Pas-de-Calais, mais je n'ai retrouvé aucun élément sur une période très très large, puisque je suis même allé jusque mars 1944 pour essayer de trouver une bribe d'informations. Je n'ai rien retrouvé non plus en Belgique. Je n'ai pas fait les archives du Brutzeler Zeitung par contre, qui était le journal qui couvrait également et qui était également disponible dans le nord de la France. Par contre, j'en ai discuté un peu avec plusieurs historiens, notamment au CGS. Il est très vraisemblable que les Allemands n'aient pas voulu en faire état dans l'opinion publique, parce que mettre en avant la mort d'un agent de la CIPO-SD par un membre de la résistance aurait pu être perçu par de nombreux résistants et de nombreuses personnes comme une envie de tenter de faire aussi bien, et c'est évidemment pas un fait qui est mis à l'honneur des Allemands, donc je pense que pour des raisons de ligne éditoriale, ils ont souhaité ne pas en parler, donc c'est vrai que pour l'instant ça reste encore un très gros mystère. Est-ce que, au cours de votre travail d'enquête, vous avez rencontré un sentiment que l'on pourrait appeler celui d'une culpabilité collective? Oui. Alors, ce qu'on m'a souvent demandé, c'est pourquoi je m'intéresse à cette personne. D'ailleurs, les personnes que j'ai interrogées, qui ont 90 ans, m'ont demandé, mais vous n'avez pas connu la guerre? J'ai expliqué non, bien sûr, je n'ai pas connu, mais je me suis intéressé à ce sujet. En termes de culpabilité, je dirais oui et non. Alors, effectivement, il est très difficile, comme je disais tout à l'heure, de juger les personnes aujourd'hui. Comme je disais, aujourd'hui, tout le monde serait résistant. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça ne me paraît, et que même parfois des personnes étaient arrêtées et on les passait à tabac, puis ensuite on leur disait, maintenant, on leur donnait un plat chaud et on leur disait, maintenant je vais aller chercher ta femme et tes enfants et je vais leur faire subir la même chose. Et beaucoup de résistants ont craqué. Donc on ne peut pas en vouloir évidemment à ces personnes qui ont fini par craquer sous le fait de la torture psychologique ou physique. En termes de culpabilité, je dois dire que c'est évidemment difficile et terrible de voir que des personnes ont été capables de travailler, je parle de façon vénale, vraiment pour l'argent ou les motivations politiques pour ce régime. Maintenant, cette culpabilité a été atténuée, si vous voulez, par la découverte de réseaux de résistance dans la police française, que l'on qualifie et à qui on attribue souvent des arrestations, notamment la rafle du Veldiv et d'autres faits en France. Et j'ai quand même découvert qu'il y avait même si on se doutait que tout n'est pas ou tout blanc tout noir, mais j'ai quand même réussi à dégager des éléments de résistance au sein de la police française. Donc ça a un peu atténué cette culpabilité, même si ça reste encore un sujet très, très compliqué. Comme je dis tout à l'heure, on a évidemment un avis personnel sur le sujet, quoi. On ne peut pas juste faire fi de certains éléments que l'on croise. Encore deux questions, Madame Pao et Monsieur Hérode. Emmanuel, les dames d'abord.
Bon, on a inversé les choses, pas grave. Simplement une remarque, je trouve ça tout à fait intéressant de montrer que les membres des CIPO étaient des policiers compétents et que donc il n'est pas nécessaire de passer par la torture tout de suite. C'est un peu l'image que le cinéma ou la littérature a apporté. Ma question porterait sur un autre aspect. Les locaux utilisés par la CIPO, location, réquisition? Alors, réquisition. Il y avait des habitants, hein, c'était des appartements déjà à l'époque, donc il y avait des locataires et des propriétaires. J'ai retrouvé quelques documents dans les archives municipales de la Madeleine, puisque le maire ou le bourgmestre de la Madeleine était chargé des déménagements et de l'hébergement des personnes expulsées, en fait, puisque les personnes étaient littéralement expulsées. Pour le premier déménagement effectué au 18 rue François de Batz, les locataires et propriétaires devaient avoir quitté les lieux pour le 10 décembre 1942 à midi. En prenant quelques effets. Et évidemment, les personnes, à mon avis, ne se sont pas fait prier pour quitter les lieux, sachant que les locaux allaient être occupés par la CIPO-SD. Et c'est là que les habitants d'autres immeubles qui étaient libérés ont été installés. Donc les premiers locaux aux 4 avenues du Jardin Botanique ont été occupés par des gens qui étaient expulsés du 18 rue François de Batz. Donc c'était exclusivement des réquisitions. Madame Pao. Et je voudrais revenir sur l'assassinat de Kurt Kohl. Vous avez dit que la médiatisation, c'est une hypothèse, n'a pas été faite. Était-ce pour ne pas donner envie de répéter le fait? Mais sur place, est-ce qu'il y a eu des représailles? Est-ce que des otages ont été exécutés? Et dans quelle proportion? Alors, suite à l'affaire de la mort de Kurt Kohl, cette arrestation qui tourne mal, il s'agissait d'un groupe de résistants FTP, donc des communistes de Boulogne-sur-Mer, sur la côte, qui étaient venus trouver refuge à Lille. On se demande malheureusement pourquoi ils se sont installés sur l'île, puisque c'est là où il y avait le plus de services de police allemande et évidemment le plus de policiers. Toujours est-il qu'ils se sont installés, ils ont été infiltrés et ont été arrêtés, et donc c'est durant cette arrestation que Kurt Kohl est abattu. Ils ont tous été arrêtés. Après la mort de Kohl, puisque 2 étaient sur les lieux et ont été arrêtés, blessés par balle, lors d'une fusillade qui a eu lieu ensuite après la mort de Kohl. Les autres ont été arrêtés suite aux interrogatoires, puisqu'ils se sont passés entre les mains des collègues de Kohl. Et j'ai eu les témoignages de certains membres des familles qui m'ont expliqué qu'ils ont énormément souffert entre leurs mains, puisque les Allemands se sont déchaînés sur eux. Et ils ont tous été envoyés à Saint-Gilles dans un premier temps, puis au fort de Brendonck, où ils auraient été pendus. Et plusieurs témoignages de résistants belges, enfin de déportés qui se trouvaient à Brendonck ont parlé de l'exécution de 6 pendus français qui a eu lieu, si je ne m'abuse, la date est un peu confuse, on n'a pas vraiment de date précise, entre le 1er mars et le 3 mars 44, donc 2 mois et demi après la mort de Kohl. Tous ont été pendus, effectivement, et enterrés à Brendonck. Et à ma connaissance, ils se trouvent aujourd'hui au tir national de Scarbeck, si je ne dis pas de bêtises, par un ou 2 corps qui a été transféré sur la côte. Non, puisque les Allemands ont trouvé les auteurs. Les Allemands ont arrêté les auteurs de la mort de Kohl. Et si vous voulez, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont été pendus, contrairement à des résistants qui sont habituellement fusillés. Et les Allemands ont voulu faire un exemple et les traiter comme des criminels de droit commun et non pas comme des résistants. D'où le symbole de cette exécution menée plutôt que par un passage par les armes qui est considéré par les Allemands à l'époque comme un passage par les armes, certes, mais autorisé pour les combattants, etc. Donc là, c'était vraiment du droit commun pour les Allemands, et non pas de la résistance. Oké, ik zou nog heel snel het woord willen geven aan meneer Simon Gronowski.